et qu'il a divulgué ça dans sa communauté, parce qu'au Cameroun, ils sont des fois répartis par coopérative agricole. Donc, dans une coopérative, s'il y a 100 agriculteurs et qu'on a plusieurs coopératives comme ça, sur toute l'étendue du territoire, qu'on a impacté déjà ça dans le mental des agriculteurs camerounais qui savent déjà qu'il y a un engrais efficace, qui est l'engrais biologique. Là, maintenant, on peut passer au plan B, qui est trouver l'argent pour venir venir produire sur place. Mais pour le moment, on s'appuie sur la société qui produit ici, qui fait partie de notre groupe de sociétés dont on a en main. Ils produisent ici, on amène là-bas. On assume encore les coûts de transport, la douane, comme on disait au début de votre émission, que tout le monde malheureusement fait le bail Amselam. Donc dans ça, on va toujours faire le bail Amselam jusqu'à ce que les gars soient formés au Cameroun, qu'ils sachent que c'est leur meilleur partenaire. L'engrais biologique, c'est le meilleur partenaire de l'agriculteur. Quand maintenant ils ont compris ça, là maintenant, quelqu'un peut aller mettre la main dans une banque, ou pourquoi pas même, parce que moi, ce qui est encore mauvais dans ça, c'est une autre phase encore de la réponse. Les opérateurs économiques camerounais aiment toujours faire des choses, malheureusement, comme les enfants. Ils ne peuvent pas prendre de risques, pourtant ils sont des milliardaires. Pourquoi c'est toujours le blanc qui va venir mettre l'usine de production de 25 milliards sur le terrain? Quand ils voient tous ces forums qu'on présente, pourquoi quelqu'un ne s'approche pas pour dire que, gars, comme vous avez le savoir faire et que vous avez les ingénieurs, dites aux Italiens là de venir construire ça ici, là, nous on va financer. Des trucs comme ça, on essaie d'intéresser un peu aussi le gouvernement camerounais, et puis ça, vous savez comment c'est complexe, mais bon, on ne baisse pas les bras. Tant qu'on n'a pas d'alternative ou bien on n'a pas de solution avec les opérateurs locaux, on va toujours continuer à faire avec les Blancs. Et ça répond maintenant à la question que la sœur Bette a posée au début, et demandant si, comme elle voit déjà beaucoup les Italiens descendre au Tchad, au Cameroun, est-ce qu'ils ne viennent pas aussi exploiter? Si tes frères camerounais ne veulent pas faire l'usine de production d'engrais et que tout le monde va utiliser l'engrais biologique, certainement demain, que l'engrais biologique sera la seule solution pour avoir un terrain fertile à longue durée. L'Italien, lui, vient, il fait ça. Il gagne son argent. Toi, tu vas estimer qu'il a exploité. Moi, je ne vois pas qu'il a estimé. Que tu vas estimer qu'il t'a exploité. Il a juste fait ce que toi, tu ne veux pas faire, soit certainement parce que tu n'as pas la connaissance, et deux, parce que tu ne veux pas prendre aucun risque. Mais dans la vie, on dit qu'il ne risque rien à rien. Si tu ne plantes pas, tu ne peux pas récolter. D'accord. C'est pour ça que malheureusement, nous tous on se retrouve avec les mêmes projets. Nous tous on veut le snack, nous tous on veut le taxi, nous tous on veut l'immeuble. Finalement, nos investissements tournent toujours autour de ça. D'accord, monsieur, merci. Alors, la question suivante, c'est que quelles sont les possibilités d'avoir les kaolo? Je vais coder un peu le nom. Quelles sont les possibilités d'avoir les kaolo en Europe, surtout en Italie? Alors, l'Italie d'abord, je pense que c'est le premier article de la Constitution italienne qui dit que l'Italie, c'est un pays qui est fondé sur le travail. Déjà, en travaillant en Italie, ici, la différence, c'est que dans les autres pays, le travail donne les papiers. Non, le papier donne le travail. Ici, c'est le travail qui donne le papier. Il faut bien comprendre la nuance. Dans les autres pays, le papier donne le travail parce qu'il faut que tu aies les papiers pour que tu signes un contrat de travail. Ou alors, il y a un problème qui est récurrent dans la communauté africaine de la France. On dit souvent que j'ai travaillé avec le kaolo de mon frère, il ne me payait pas. Par exemple, en Italie, ce genre de problème n'existe pas parce que tu ne vas jamais travailler avec le kaolo de quelqu'un. Jamais. Il n'y a aucun cas en Italie où quelqu'un travaille avec le kaolo de quelqu'un. C'est pour ça que ici, il y a un premier document dont tout le monde a droit quand vous êtes entré en Italie, qu'on appelle Citre, en français C3. C'est votre premier document d'identification. Avec ce document, vous avez déjà droit à signer un contrat de travail. Donc, du coup, quand vous avez déjà... L'Italie, c'est... Quand vous avez déjà ce papier-là, vous pouvez signer un contrat de travail. Et ce contrat de travail que vous signez peut amener une grande influence pour votre situation, disons, administrative en Italie. Parce que si vous avez un avocat qui est derrière, qui dit, mais voilà mon client, lui travaille, voilà son contrat de travail. Donc, si vous êtes même quelque part en sous-location et que la personne essaye même de vous mettre aussi dans le contrat de bail et tout, voilà, l'avocat a plus d'arguments. Il s'en va dire au gouvernement que celui-ci travaille, voilà son contrat, et puis il loue la maison, il paye les taxes, il paye l'eau, il paye la lumière. Pourquoi il devrait être sans papier? Parce que là, c'est l'Italie qui est en train de l'exploiter. Donc là, dans ce moment-là, le travail a réussi à mettre la pression au gouvernement italien. Et puis eux, ils ne peuvent, c'est un dossier brûlant qu'ils ne peuvent pas tenir pendant longtemps parce que ici,
les syndicats sont très efficaces pour ce genre de trucs. Et puis, vous avez votre kaolo en tant que travailleur. Ça, c'est un exemple. D'autres exemples, c'est que, bon, il y a une commission qui est européenne où vous arrivez, si vous avez Beaux-Arts, par exemple, on vous demande vos motivations pour lesquelles vous êtes venu ici, les motivations qui vous ont poussé à venir ici. Puis tout le monde sait que, bon, on va coder. C'est pas généralement c'est pas exactement ce qui s'est passé que nous les Jossons ici, là, c'est un peu coder un peu nos way. Mais bon, quand tu connais poser ton carreau, il y a les carreaux des Inchele qui peuvent passer, il y a les carreaux comme on dit souvent, les Lélé qui peuvent passer, il y a les carreaux que quand tu arrives ici, là, même si tu es le meilleur ami de Paul Biya, tu deviens son ennemi parce qu'il est en train de te pourchasser, ou alors tu as été le cousin de MK. Donc, pour les gens savent ce qui est MK, non, notre opposant de la gloire glorieuse, et que dans la colère avec le pape Paul, et que toi, tu étais l'ami de MK. Donc, tu places ton carreau, bref. À partir du carreau que tu places, la commission s'assoit et puis prend une décision. Au bout de leur décision, il y a 3 possibilités. Vous pouvez avoir humanitaire, qui est maintenant, ils appellent ça quasi speciali, dans les cas spéciaux, et qui est 2 ans, un document de 2 ans qui vous donne le droit d'aller dans votre pays directement à partir d'ici. Vous avez droit à tout ce qui va avec assurance, assurance sociale, tout ça. Vous avez droit déjà, comme je vous ai dit au préalable, vous pouvez signer votre contrat de travail même avant d'avoir ce genre de document. Et puis, le document est renouvelable tous les 2 ans. Et quand vous avez déjà fait 5 ans, vous pouvez faire la carte de séjour. Carte qui devient maintenant une carte Union européenne, donc ce n'est plus une carte de l'Italie, que vous pouvez convertir avec n'importe quel permis de séjour européen. Ça veut dire que vous décidez que vous ne voulez plus rester en Italie, vous allez en France. Le papier là vaut la carte de séjour française et la carte de séjour européenne qu'on vous délivre en France. Donc là, vous pouvez le changer si vous ne voulez plus rester en Italie ou en Allemagne ou en Belgique, n'importe comment, comme vous voulez dans la communauté des 27 pays de l'Union. Et puis vous avez l'asile politique qui est asile ici chez nous, qui te donne beaucoup d'avantages. Vous avez plus de commodités, sécurité partout où vous allez. Même si vous arrivez de commettre même d'erreur d'aller dans votre pays, vous êtes protégé parce que vous avez un passeport de l'Union européenne. Bref, plusieurs autres choses, accès à beaucoup de formations, de groupement familial. Vous pouvez nommer plusieurs personnes qui sont dans le même pétrin que vous dans votre famille. Et puis par votre document, vous les faites venir ici. Et puis, mais la seule différence, c'est qu'avec ce papier, vous ne pouvez pas aller dans votre pays. Puis vous avez un permis de 5 ans qui est solidaire, je sais pas, je sais pas comment on appelle ça en français, qui est un peu comme l'asile politique. Et puis, mais la seule différence, c'est que vous pouvez aussi aller dans votre pays. Parce que ce papier détermine seulement le fait de déclarer un problème que vous avez eu dans un pays qui n'est pas le vôtre, mais dans votre parcours de voyage avant d'arriver en Italie. Donc, voilà. Voilà les 3 différents papiers. Il y a une internaute, Sévérine, qui dit, vous aviez dit quelque chose d'important, l'ignorance. Alors, qu'est-ce que vous voudriez par là dire? Bon, on parlait du racisme quand j'ai parlé de l'ignorance. Donc, elle nous a ramené sur le cas du racisme. Donc, on parlait de l'ignorance parce que, bon, c'est très simple de comprendre que quelqu'un qui pense qu'il est votre supérieur, pas parce qu'il produit quelque chose de plus important que vous, à travers son cerveau, mais seulement parce qu'il pense que sa couleur de peau est plus claire que la vôtre et du coup, il est plus important que vous dans la société. Pourtant, dans sa propre société, vous pouvez créer je parle de la société italienne, je ne parle pas de la société de l'entreprise. Dans sa propre société, vous pouvez créer des situations où vous amenez de l'emploi aux gens de sa propre communauté. Vous arrivez à moins de 10 ans, vous intégrez, vous devenez important dans la coopération nord-sud, dont vous prenez des sociétés italiennes, vous allez, il y a des sociétés ici, moi je ne vais pas entrer trop en détail à cause des secrets professionnels, il y a des sociétés ici qui sont des fois en faillite, que moi je crée le marché en Afrique et puis je leur redonne vie, par exemple. Donc vous essayez, vous introduisez dans un secteur comme ça où vous devenez utile pour votre pays et pour le pays des autres aussi. Et quelqu'un qui n'est qu'un employé, qui ne peut pas produire plus que payer le loyer ou alors aller au boulot ou, comme tout le monde fait, il pense qu'il est votre supérieur seulement parce qu'il a un peu plus clair.
C'est ça que j'appelle l'ignorance, en fait. Ah. C'est ça que j'appelle l'ignorance. Et moi, je ne peux pas perdre, je ne peux pas donner beaucoup de crédit à ce genre de personnes. Parce que, bon, je pense que le monde est révolu. Je pense que le monde est révolu et que nous devons, le moment est arrivé où nous qui avons quand même quelque chose un peu dans la tête, nous devons essayer de parler de notre communauté, essayer de donner la valeur que notre communauté Alors, mérite, la communauté africaine. merci, monsieur. J'espère que la dame a suivi la réponse. Alors, quel conseil pouvez-vous donner à vos jeunes frères qui veulent se lancer dans l'entrepreneuriat? Très bien. Belle question, madame. J'espère que vous n'êtes pas venue me piéger Non, ici. non, pas du tout. Le but de mes émissions, c'est voilà, de trouver du travail aux jeunes, de trouver des solutions aux gens qui sont un peu voilà, qui sont un peu perdus, voilà. Donc, c'est le but, justement, le but de mon émission, de trouver des solutions à nos jeunes frères et sœurs. Merci. OK. Pour ceux qui veulent se lancer dans l'entrepreneuriat, si je peux leur donner un conseil, c'est l'entrepreneuriat est quelque chose de très complexe. On n'entre pas en entrepreneuriat par imitation. On entre en entrepreneuriat déjà en commençant à fixer les bases sur son environnement. Il faut déjà être brave à créer un produit que ton environnement va acheter. Quand je parle de ton environnement, du moins qui peut intéresser ton environnement, quand je parle de ton environnement, je parle déjà ton copain, ton mari, ton ami, ta cousine. Donc, essayez déjà de créer de l'intérêt autour de soi pour commencer le moins possible. Parce que en entrepreneuriat, quand on se met en entrepreneuriat, si on ne se met pas en une position où on crée très rapidement le cash flow, c'est l'issue par laquelle l'argent entre dans votre business. Si vous ne créez pas très rapidement un truc où vous gagnez de l'argent automatique directement, vous avez 90% au bout des 3 premiers mois de chuter et de ne plus jamais avoir la possibilité de vous relever. Parce que quand on se lance dans l'entrepreneuriat, ça dépend déjà de ce qu'on veut faire. C'est pour ça qu'il faut déjà regarder dans ses capacités intellectuelles, son relationnel, ce qu'on tient en main, pour sur quoi on va se baser pour marquer les premiers pas. Je vous prends un exemple. Si, par exemple, je vous prends un exemple un peu banal. Si une waka décide de faire le snack, parce qu'elle sait que ses anciens clients et ses collègues waka peuvent faire le plein, peuvent amener beaucoup de clients. Mais si vous voyez seulement que non, à la rue Princesse, le snack peut marcher. Parce que vous avez vu que le snack, là, tous les jours, il y a 200 personnes. Vous comptez son argent à sa place. Non, la fille ici, elle fait seulement 1000 billets par jour. À 1000 francs, ça lui fait 1 million par jour. Ça te motive, toi aussi, tu pars. Tu prêtes 10 millions à la banque, tu viens, tu fais aussi le bar juste à côté d'elle parce que tu as pensé que son snack était trop bien placé. Tu ne sais pas sur quoi elle s'est basée pour faire le snack. Et toi, tu viens faire le snack, tu es une fille qui travaille au bureau, mais par le fait que tu sois crédible, tes amis ou bien ta banque te donnent 10 ou 15 ou 20 millions, ça dépend de comment tu veux décorer ton bar. Mais toi, tu n'es pas Waka. Tes clients, tu ne peux pas créer la clientèle comme elle. Et là, tu te retrouves endetté dans un business qui ne marche pas où tu as investi même plus qu'elle. Là, tu as fait un business par imitation. C'est pour ça que je dis, Allô? pour faire... Allô? Allô? Bonsoir, c'est pour intervenir, madame. Oui, c'est pour intervenir. D'accord, vous êtes à l'écoute. Ok, par rapport au titre de séjour que le monsieur venait de dire là, il a dit que moi-même je vis en Italie. Oui, j'ai fait le numéro. Parce qu'il a dit qu'il y a 3 types de séjours, le humanitaire, qui veut dire les cas spéciaux. Mais non, c'est pas la même chose. Humanitaire veut dire humanitaire, cas spéciaux veut dire cas spéciaux. Parce que pour faire un nouveau cas spécial, on ne te demande pas d'avoir un contrat de travail. Mais pour faire un renouveau comme ce qui a humanitaire,
l'Italia, tu devais avoir un contrat de lavoro. Parce que j'ai des copines qui ont humanitaire, pour qu'elles font renouveau, chaque fois ils doivent avoir un contrat de travail. Par contre, quasi spécial, ils te demandent seulement d'avoir ton passeport, tout basta. Donc c'est ce petit détail que je voulais ajouter là dans son des types de séjours qu'il a dit qu'on donne ici. D'accord, ma belle, merci. Oui, Merci. Merci beaucoup, merci. À tout à l'heure. J'ai écouté ce que la dame a dit et puis je remercie la dame pour la correction parce que je sais qu'avant, quand le ministre Salvini était monté au pouvoir, c'est lui qui avait annulé l'humanitaire et il a mis les cas spéciaux. Et puis maintenant, quand ils l'ont enlevé, je pense qu'ils ont encore réintégré l'humanitaire, mais je ne sais pas la nuance sur les deux droits. Donc, je ne savais pas exactement si les deux sont présents ou si on avait remplacé les cas spéciaux complètement par l'humanitaire. Donc maintenant, selon l'explication de la dame, ça veut dire qu'il y a cas spéciaux et humanitaires. Alors que quand le ministre Salvini était monté au pouvoir, il avait annulé l'humanitaire pour mettre les cas spéciaux. Oui. Et effectivement, c'est lui qui avait même exigé qu'on apporte le passeport pour renouveler les 2 ans. Bon, mais je n'ai pas toute la connaissance sur les permis de séjour. Mais si c'est juste un renseignement que je donnais. Mais c'est visible, si on va sur Google, on trouve tout. Donc c'est du cas par cas. Quand il y a un cas, on peut quand même trouver l'information qui va avec, même en appelant les avocats qui sont du métier qu'on connaît. D'accord, merci. Voilà. Nous étions sur la question des jeunes entrepreneurs. Comment, voilà. Oui, donc pour se lancer, donc j'étais en train de dire, pour se lancer en entrepreneuriat, on ne se lance pas en entrepreneuriat par imitation, parce que c'est la pire des erreurs qu'on peut commettre. Parce que l'expérience démontre que le premier capital que vous allez mettre en place, vous allez le perdre, parce qu'il faut un temps d'apprentissage. Et le deuxième capital, ça sera sûrement vos économies ou bien quoi que ce soit. Le deuxième capital sera sûrement un agent que vous allez emprunter quelque part, que ce soit en banque ou alors chez vos proches. Donc, et puis, vous n'avez aucune garantie que votre business ne commence à vous payer. Donc, quand vous commencez à comprendre le business, vous êtes déjà surendetté. Ça, c'est clair. Ça ne ment pas. C'est pour ça que il est très important d'avoir un mentor. On ne se lance pas au business pour se lancer. Parce que si vous avez un mentor de bonne foi, par exemple, ceux qui commencent les affaires par moi, ils ne sont pas obligés de commettre les erreurs que moi j'ai commises. Si je suis un mentor honnête et ouvert, moi je peux les empêcher d'avoir les pertes que moi j'ai eues au début. Donc, du coup, il faut toujours avoir quelqu'un de confiance qui contrôle vos premiers pas en entrepreneuriat. Et il faut être très sûr de ce que vous voulez faire. Et je conseille aux jeunes entrepreneurs de commencer par des activités qui ressemblent un peu au commerce. Par exemple, l'agriculture, c'est un entrepreneuriat, mais il faut, comme par exemple, si je fais les plantains, je vous prends un exemple, si je fais les plantains qui vont sortir dans 1 an, je dois faire le maïs aussi qui sort dans 3 mois. Pour que dans 3 mois, j'essaie un peu d'encaisser quelque chose en attendant mon plantain qui viendra dans 1 an. Sinon, je risque d'abandonner mon champ de plantain, puisque je n'aurai même plus de transport pour venir au champ. Si d'ici 3 mois, je n'ai pas l'argent. Donc, je parle de l'agriculture, mais je peux parler de plusieurs autres projets comme ça. Il faut tout faire pour créer un cash flow. Le cash flow, c'est l'endroit où vous pouvez mettre la main et prendre un peu d'argent pour appuyer le projet principal. Parce que dans le projet principal, il y a toujours des erreurs qu'on ne peut jamais connaître si on ne s'est pas lancé. Parce que l'entrepreneuriat part d'un rêve. L'investissement part d'un rêve. C'est-à-dire, je regarde, je dis, Monica Diaz, tes lunettes sont très belles. Si tu m'envoies 1000 paires de lunettes comme ça au Cameroun, je peux vendre. OK. Mais je ne connais pas le risque. Je ne sais pas si les Chinois peuvent me reproduire dès qu'ils prennent une pièce. Mais moi, les premiers cartons que je prends, je les achète. L'Italien ne va pas regarder si le Chinois va reproduire ça. Et puis, comme je suis tellement enthousiaste et que j'ai comparé avec les lunettes qui sont sur le terrain, moi, je suis enthousiaste parce que c'est toujours l'enthousiasme qui nous amène à investir. Oui. Si on n'est pas enthousiaste, on ne peut pas investir. Moi, je viens, vous me dites peut-être une paire de lunettes, peut-être c'est 25 €. 1000 paires, ça me fait 25 000 €. Je prends, je m'en vais au Cameroun, je fais le buzz avec mes 2-3 amis, et puis un Chinois mal intentionné achète, il envoie en Chine, on vient faire le même prix qu'on vend en 1500. Moi, j'ai eu ça.
Moi, j'ai amené des trucs au Cameroun, des chaussures italiennes au Cameroun quand je donne le prix. On me dit qu'il y a la qualité là à la douche à 3000. Moi, quand je regarde ici, je vois que j'ai acheté la paire peut-être à 20 euros. On me dit qu'il y a la qualité là à 3000. Moi, je deviens fou. Je comprends rien du tout. Et puis finalement, c'est plus tu restes avec la marchandise, plus ça va se détériorer, n'aura plus la même valeur. Et puis il y a aussi les clients mal intentionnés qui vont arranger les prix derrière. Ils vont, comme on dit souvent au marché, on va te masser. On va te conditionner à vendre tes choses au prix de celui qui veut acheter. Mais, comme notre frère Codel dit souvent, on ne pleure pas. Tout ce qui t'arrive, justement, personne ne m'a envoyé. Et puis, il faut regarder beaucoup le sourire de ceux qui ont réussi. Tu demandes pourquoi celui-là a réussi, pourquoi pour moi n'est pas en train de marcher. Dans ça, tu comprendras qu'il y a un secret que tu n'as pas encore découvert. Et tu travailles, tu cherches à comprendre le secret. Si tu n'es pas en train de gagner un peu d'argent entre-temps, tu n'auras pas la possibilité de voir le secret. Tu vas chuter. Il faut absolument avoir un petit truc qui te permet que ça ne marche pas dans ton business principal, mais tu n'as pas faim. Du moins, tu peux participer aux réunions, tu peux participer au forum, tu peux avoir tes petits couloirs ou n'importe comment. Je suis en train d'investir peut-être dans un garage automobile, par exemple. Ça va me coûter 50 millions, je vais faire un garage moderne au Cameroun. Mais je dois toujours pouvoir faire mes conteneurs pour amener mes petits spaghettis italiens, je les vends. J'ai toujours mon petit 2000 euros, 3000 euros qui permet que ma famille vive parce que généralement pour un entrepreneur, ton projet ne doit pas torturer ta famille. Il y a aussi tout ça parce que la stabilité de sa famille aussi fait en sorte qu'on ait du succès dans les affaires. Si vous avez tout mis dans les affaires et que la famille est en train de souffrir, ça va vous affecter où il y a les risques de divorce, les risques des enfants qui se perdent. Il y a beaucoup de risques quand on n'a pas bien planifié. Et tous ces trucs-là, on ne peut pas les comprendre si on ne sait pas lancer. Il y a trop d'erreurs à commettre quand on se lance en entrepreneuriat. Mais si on a mis les éponges sur sa chute, c'est-à-dire que je veux sauter du 10e étage, mais je mets d'abord les matelas au sol. Si on a mis les garde-fous, on a mis des éponges pour amortir la chute, ça permet de continuer malgré les échecs. Parce que la première des choses qu'il y a à savoir, c'est qu'il y a trop d'échecs. Tout ce qu'on pense sur le papier quand on écrit le projet là, ce n'est que les écritures. Quand on arrive sur le terrain, on va comprendre qu'il y a aussi la malchance, on va comprendre qu'il y a les choses qui se font par saison, on va comprendre qu'il y a les ennemis, on va comprendre qu'il y a les prédateurs, les gens qui font le commentaire avec vous, il a déjà volé votre projet, on va comprendre qu'il y a des coups bas, on va comprendre qu'il y a des voleurs. Moi, on m'a cassé toute une boutique à Yaoundé. C'était, je ne veux pas dire qui, mais c'était un proche qui m'a ouvert toute une brocante, il m'a sorti la marchandise de plus de 15 millions en une soirée avec quelques bandits. Donc, il y a tous ces trucs-là que si tu vois, quand tu vas ouvrir la brocante là-bas, tu ne peux pas imaginer. Alors, envoyez les cœurs, mais j'ai envoyé les cœurs, s'il vous plaît. Quand vous partez créer peut-être votre envoyez les cœurs, s'il vous plaît. Vous ne savez pas que peut-être il y a des voleurs qui vont aussi intervenir dans votre business. Oui, la connexion. Envoyez les cœurs, non? Envoyez la connexion de votre côté ou de mon côté? Allô? C'est la connexion de votre côté ou de mon côté? Allô? Je pense que la connexion est mauvaise là. Oui, monsieur, on vous écoute. Donc, je disais, ce sont donc des pièges. Ce sont des pièges auxquels on ne peut pas se rendre compte si on ne sait pas lancer. Parce que la vraie entreprise ou alors le vrai entrepreneuriat commence quand on se lance. Le reste, c'est juste des plans. Le vrai entrepreneuriat, c'est comme un combat de boxe, en fait. Vous faites des projets, vous dites non, je vais attaquer Tyson Fury à gauche, à droite. Vous ne savez pas que lui-même vous attend à gauche. Quand vous lancez votre tête pour l'esquiver à gauche, c'est là-bas que le coup de poing vient vous trouver à la tête et vous devez trouver la solution. Si vous tombez, vous devez vous relever si vous voulez vraiment gagner le combat. Donc, le vrai entrepreneuriat, c'est comme un combat de boxe. Vous allez avoir des chutes, vous allez avoir des problèmes fiscaux, vous allez avoir des problèmes vous allez payer même des erreurs des autres. Si c'est des productions, de quoi votre employé ne va pas peut-être éteindre le congélateur à temps, et puis demain, vous allez trouver toute une production gâtée, et lui, il n'est qu'un employé de 40 000 francs par mois. Il n'assume pas les millions que vous allez perdre. Donc, tout ça, c'est des choses que vous voulez ou pas, vous allez affronter. Mais là, maintenant,
Si vous avez bien préparé votre entrée, vous allez pouvoir savoir continuer. Parce que moi, je dis toujours qu'un projet se fait en 3 étapes. Il y a à court, à moyen et à long terme. Donc, vous devez avoir des productions, des productions qui, avant de se lancer dans l'entrepreneuriat, vous devez avoir un truc qui vous donne l'argent, disons, au quotidien, ou bien chaque mois, ou bien chaque semaine. C'est sur ce petit argent-là, comme souvent petit argent, et ce petit argent-là que vous comptez pour tout le temps payer votre taxi, aller dans les forums, ou bien aller rencontrer votre mentor, la banque peut vous donner rendez-vous dans une autre ville. Si vous n'avez pas l'argent de transport, vous ne serez pas là pour convaincre le banquier que, gars, le truc là, j'ai commencé, j'ai encore besoin de 2 millions. Donc, vous devez en aucun cas être bloqué à cause d'un moyen de déplacement ou alors la femme, par exemple, la maladie ne veut pas regarder si vous êtes tombé, si vous êtes en train d'investir. Vous pouvez investir tout et votre femme tombe malade, ça va vous déstabiliser. Vous pouvez investir tout, votre père meurt. Et ça, c'est les réalités de la vie. Donc, si vous avez su mettre les choses en place avant de commencer, c'est le seul monde où, en entrant, on prévoit sa chute, en fait. Et c'est là où beaucoup de personnes tombent dans le piège. Parce que beaucoup de gens, 99,9% des entrepreneurs ne prévoient pas leur chute. Moi-même, parmi, je n'avais pas préparé ma chute. Donc, du coup, si vous avez la chance, tout le monde n'est pas chanceux. Si vous avez la chance, peut-être comme moi, en chutant, j'étais quand même dans une société où, quand je fais une bonne mission, j'ai une bonne prime, ça me permet de réinvestir. Mais si vous avez compté seulement sur ce que vous avez, et que vous chutez, vous n'allez pas avoir la possibilité de vous relever. Parce que très rapidement, tout le monde va perdre confiance en vous. Vous allez prêter l'argent que vous n'allez pas pouvoir rembourser dans votre environnement, dans votre banque, dans votre famille. Et puis ça sera un problème pour continuer si vous n'avez pas calé un petit projet qui vous permet d'assurer votre quotidien et le quotidien de votre famille en travaillant durement dans votre projet. Donc, du coup, pour conclure en répondant à votre question, si je conseille vraiment aux jeunes d'entreprendre ça, je ne peux pas dire au contraire. Mais je demande aux jeunes de réfléchir plusieurs fois, d'être sûr d'un seul projet, commencer avec un projet, être très sûr, de caler, penser plus aux échecs, penser plus aux pertes, tout ce qui peut concerner danger dans l'investissement de ce qu'ils auraient choisi comme projet, de chercher un mentor. Moi, si par exemple je décide maintenant d'aller en France, je vais chercher ceux qui ont réussi. Je vais prendre la peine de chercher à rencontrer les Africains ou les Camerounais qui sont en train de faire ce que tout le monde ne fait pas. Si tout le monde est, comme on dit souvent, Thomas Kono, donc gardien dans les supermarchés, et que c'est ça que je veux faire, je vais marcher avec cela. Mais si, comme je fais l'import-export, je vais demander d'abord, la première question que je vais poser en France, c'est qui fait les conteneurs ici? Qui fait les conteneurs ici pour envoyer au pays? Je vais me rapprocher de lui. À partir de lui, je vais commencer à voir ce qu'il a comme difficulté, parce que c'est ça que je veux faire au cas où je m'en vais peut-être m'installer en France ou en Allemagne. À partir de là, je développe les autres carreaux. Donc, il faut s'inspirer sur ceux qui ont réussi. Le premier peut ne pas te dire, le deuxième va te dire, ou même les 5 premiers ne vont pas te dire, le 11e va te dire. Tout le monde n'est pas fermé. Il ne faut pas avoir peur d'oser poser des questions, parce qu'on ne peut pas, le monde ne se crée pas à partir de nos vies. C'est-à-dire, ce que vous voulez faire, quelqu'un d'autre l'a déjà fait. Donc, parmi les gens qui l'ont fait, le meilleur moyen d'investir, c'est de chercher d'abord qui est en train de faire le travail de votre rêve. Parce que ce qui est votre rêve, quelqu'un d'autre l'a déjà réalisé. Exact. Celui qui veut être footballeur, il y a déjà Lionel Messi, il y a déjà Samuel Eto'o. Ça veut dire qu'il y a aussi le footballeur du quartier, peut-être qu'il n'a pas été star parce qu'il s'est blessé au genou, mais lui peut te donner le conseil en te disant ce qui a fait en sorte qu'il se blesse au genou. Il allait en boîte, il buvait l'alcool, il couchait les femmes, et donc il n'avait pas une bonne santé. Il n'était pas concentré sur sa carrière, c'est pour ça qu'il s'est blessé au genou. Lui, s'il est une personne honnête, il peut t'épargner cela. Il peut te dire, petit, pour réussir, ne pas en boîte, ne bois pas l'alcool, faut laisser les femmes, faut t'entraîner 2 fois par jour, faut faire 8 heures d'entraînement par jour. Essaye de faire mieux que chaque jour. Parce que pour réussir dans la vie, chaque jour, tu dois essayer de faire mieux que hier. C'est-à-dire, hier, si tu as travaillé 10 heures, demain, tu dois travailler 11 heures. Merci, monsieur. Alors, que pensez-vous de la vie chère au Cameroun? La vie chère au Cameroun. Je veux voir mes enfants grandir. Donc, bref, la vie chère au Cameroun, c'est un problème qui nous intéresse.
interpelle tous. Moi, je pense que nous travaillons, nous sommes des Camerounais, non? Nous tous sommes des Camerounais, il faut dire la vérité, il ne faut pas être démagogue, comme un de mes petits frères me dit souvent ici en Italie, qu'il ne faut pas être démagogue. Il faut se dire la vérité, la situation au Cameroun, c'est un échec total. Le gouvernement camerounais pour lequel nous tous nous travaillons, parce que si j'amène des projets au Cameroun à l'intérêt du gouvernement, ça veut dire que je travaille aussi pour le gouvernement camerounais. Oui. Mais c'est un gouvernement qui a échoué, qui est obsolète, qui est en fin de force, et puis il faut... c'est-à-dire que c'est comme un enfant de 2 ans à qui vous donnez un ordinateur de 5e génération. Il ne peut pas le tenir, il ne peut pas le manipuler. Ça, c'est la vérité, et puis j'assume mes propos. C'est-à-dire que si quelqu'un me gêne par rapport à ça, il n'amène plus les investisseurs au Cameroun. Donc, aussi, c'est ma part de chantage. Donc, le gouvernement camerounais, malheureusement, ne donne pas de solution et on subit, on ne prévoit rien, on subit. C'est pour ça que, bon, on se retrouve avec des fois des problèmes que nous ne pouvons pas résoudre. Par exemple, la cherté du carburant, moi, je connais des gens qui importent. Rendez-vous compte que j'ai travaillé dans des projets où j'ai travaillé avec des Camerounais qui partent acheter le brut en Finlande pour venir vendre au Cameroun. Pourtant, nous sommes producteurs de pétrole. Comment est-ce qu'on peut acheter le pétrole que les Finlandais achètent au Nigeria, donc chez nos voisins, pour revenir encore vendre au Cameroun? Parce que, comme je vous ai dit au préalable, c'est un pays de Bayam Selam, où on ne veut pas créer des vraies possibilités pour que les gens travaillent et qu'on fasse, on se développe industriellement, donc on raffine notre pétrole et qu'on le vende au prix de la ménagère, au prix du Camerounais lambda. Le foie du Cameroun sort de la Hollande, de la Finlande. Je le sais parce que j'ai travaillé dans ce projet avec quelqu'un dont je tais le nom parce que je ne suis pas celui qui veut s'exposer comme moi. Il faut le dire, c'est la vérité. Donc là, le gouvernement a échoué parce que nous avons une raffinerie, mais malheureusement, notre raffinerie, à la Sonara, ils raffinent pour vendre le pétrole encore à l'étranger alors que notre marché aussi est dans le besoin. Et quand je parle de ça, je parle du pétrole et je parle de plusieurs autres denrées. Par exemple, on subit tout parce qu'on n'a pas la maîtrise de notre économie. Quand on parle de la vie chère, nous, les Africains, pas seulement les Camerounais, on est un peu plus jouissif. On aime la danse, on aime coller les femmes, on aime faire l'amour, malheureusement. Du coup, notre cerveau ne produit pas souvent grand-chose. Je le dis, je m'inclus dedans. Je n'ai pas insulté les Camerounais sans me mettre dedans, moi-même dedans. Donc, on est un peuple qui aime la fête, qui aime jouer, qui aime danser, pendant que les autres peuples veulent réfléchir. Et puis, on subit. Et puis, comme un de mes petits frères me dit toujours ici à l'Italie aussi, chaque peuple mérite son gouvernement. Je veux dire quoi? C'est très facile qu'on fustige le gouvernement, qu'on fustige Paul Biya et ses ministres, mais nous-mêmes, on est aussi en partie responsables parce qu'on ne prévoit jamais rien. La vie chère au Cameroun, c'est une conséquence au jonglage. On a trop jonglé. La guerre dans l'Ukraine a commencé, puisqu'on a un peuple qui ne produit rien. La guerre en Ukraine a commencé, ça a mené un coup majeur sur l'import-export parce que du coup, il y a peu de bateaux dans la flotte, il y a peu de conteneurs dans la flotte. Ceux qui font les conteneurs comme nous le savent. Avant, le conteneur que tu payais à 4 200 €, tu le payes maintenant à 6 000 €. Donc, si je fais le conteneur de riz et que je payais le transport à 4 000 € à l'époque, maintenant je paye à 6 000 €, je ne peux pas venir te vendre le même riz à 19 000. Je vais te le vendre. Vous allez toujours constater que c'est 19 000 pendant 2 ans parce qu'il y a les gens qui ont les stocks. Il y a les gens qui ont les anciens stocks. Il y a les gens, chacun a sa capacité. Il y a les gens qui ont les 1 million de sacs de riz dans leur magasin. Ils vont continuer à vendre au prix qu'ils avaient acheté à l'époque. Mais comme la guerre de l'Ukraine n'est pas encore finie depuis 3 ans, 4 ans, et que nous ne produisons rien, et que maintenant, les nouveaux stocks qui sont sur le marché ne sont plus les stocks de 2019. C'est maintenant les stocks d'après 2021. Les prix vont automatiquement changer. Mais nos gouvernements, comme ils n'anticipent pas, et que la répartition sociale n'est pas assez répartie dans nos pays africains, on se retrouve donc livré à la merci des hommes d'affaires qui sont obligés de mettre les prix selon ce que eux-mêmes ils subissent en route. Pourquoi je dis que nos gouvernements n'anticipent pas? Nos gouvernements n'anticipent pas parce que quand l'opérateur économique paye le transport cher, le gouvernement doit venir vers lui, ça veut dire baisser la douane. Mais c'est le même gouvernement qui va te dire que non,
comme maintenant c'est peu de conteneurs qui viennent, la douane que tu payais à 10 millions, tu vas payer maintenant à 15 millions. Envoyez les cœurs, s'il vous plaît. Le dernier conteneur de brocante que j'avais fait il y a cela quelques mois, j'ai payé la douane pratiquement à 16 millions. Parce qu'on me dit que c'est peu de conteneurs qui entrent, le trésor public a besoin d'argent. Voilà tout ce qu'on te donne comme raison, carrément. Au lieu qu'on regarde que moi, déjà, le transport que je payais à 4 000, je suis en train de le payer à 6 700, donc près de 7 000. Donc c'est un super effort que je fais déjà. Et quand tu viens me donner maintenant la douane à 17 millions, comment moi je vais faire avec les pauvres acheteurs qui viendront devant moi? Quelqu'un qui venait acheter peut-être la télé à 80 000, moi je ne vais pas lui vendre ma télé à 80 000. Je vais lui vendre la télé à 200 000 parce que j'ai eu des coûts majeurs. C'est pour ça que je dis, le gouvernement n'anticipe pas. Parce que si le gouvernement anticipait, il pouvait comprendre que vous, les importateurs, là, depuis que qu'est-ce que la guerre de l'Ukraine a impacté dans votre commerce? On ne devait pas venir se retrouver avec les douaniers arrogants qui nous disent que non, tu payes 17 millions, bien tu me fiches le camp. C'est comme ça qu'on nous parle au port de Douala. Tu payes ceci ou bien tu fiches le camp. D'abord, tu n'es pas le seul. Là, tu te retrouves, parce que lui, il est là. Si tu as traversé les 12 jours, tu commences à payer les sudestaries, 33 000 francs par jour. Donc, tu dois tout faire pour sortir le conteneur très rapidement. Sinon, pendant que tu négocies de baisser le prix, les sudestaries ne font qu'augmenter. Et tout ça, moi, je vais mettre ça sur le coût de la marchandise. Et tout ça, ce sont les raisons de la vie chère. Et maintenant, par rapport à ce que, à l'autre volet de la vie chère, quand je parle du panier de la ménagère, parce qu'il parlait des produits importés, malheureusement, comme le frère disait, on a des ingénieurs agronomes qui ne nous servent à rien. Parce que quand je fais Douala Yaoundé en voiture, je ne vois que la forêt. Donc, je ne vois que moi, je suis Bassa et je ne vois qu'un peuple de paresseux de Douala Yaoundé. Parce que ça pouvait être je fais les mêmes distances en Italie dans les champs. Dans les champs. Vous voyez les olives, les olives, les olives, les olives, les olives. Vous voyez les raisins, les raisins, les raisins, les raisins, les raisins. Vous voyez tout, vous voyez les tomates, les tomates, les tomates, comme Douala Yaoundé. Aucune partie de la terre est libre. Tout cultivé, tout. Nous, on passe tout le temps à coller la petite, aller au snack. Donc, mener une vie qui ne mène pas vers le progrès. Donc, du coup, nous sommes comme nos gouvernements. On ne prévoit pas que qu'est-ce que nous allons manger demain. Parce qu'à l'époque, même quand on était petit, les mamans même avaient un peu de tomates qu'elles cultivaient elles-mêmes. Dans chaque famille, on avait au moins le manioc à côté. Les parents nous amenaient au moins le week-end au village pour aller faire au moins cultiver le champ, comme on disait à l'époque, cultiver le champ. Donc, on a des trucs comme les macabos, quand même, les familles avaient ça. Quand l'oncle venait, il nous amenait le régime de plantain. Maintenant, l'oncle doit acheter le régime de plantain lui-même. Parce que peu d'oncles cultivent le plantain. Donc, du coup, on ne produit pas notre propre nourriture. Pourtant, on a un sol extrêmement fertile qui peut produire 4 saisons. 4 saisons. Mais on ne cultive rien. Et les trucs qui viennent de l'étranger, l'État sait seulement qu'il faut augmenter la douane parce que les importateurs sont devenus peu. Pourquoi les importateurs sont devenus peu? Parce que ici, les Européens nous demandent plus d'argent pour payer le transport. La personne qui n'a pas l'argent dans la poche ne peut pas faire un conteneur. Il ne peut pas envoyer le conteneur. Donc, du coup, qui souffre au milieu de tout ça? C'est le peuple. Pourquoi? Parce que l'État n'a pas prévu que la guerre en Ukraine, c'est l'Ukraine qui nous envoyait tout, la farine, les céréales, ça veut dire tout de l'Ukraine et de la Russie. C'est les deux premiers producteurs de céréales et farine du monde qui sont en guerre. Donc, du coup, ils vont penser à eux-mêmes, à manger. Puisqu'ils sont en guerre, ils ne vont pas vendre. Ils sont en suivi. Maintenant, nous, qu'est-ce qu'on fait? On est abandonné à nous-mêmes. Ceux qui ont encore les couleurs, ils peuvent acheter la nourriture, le transport coûte cher parce que la flotte est réduite. La flotte maritime est réduite. Qu'est-ce qu'on doit faire avec un peuple qui tout le monde veut être influenceur, personne ne veut travailler au champ? C'est le peuple qui reste affamé. C'est ça mon avis sur la vie chère. Je n'épargne pas le gouvernement. Le gouvernement a raté complètement. Ils ne peuvent plus rien faire. Donc, ils n'ont même pas les capacités, même mentales. Donc, quand on les accuse, même moi, je dis seulement que vous accusez quelqu'un qui ne peut même pas se défendre parce qu'ils ne peuvent plus rien. C'est pas, quand on a les ministres qui nous disent comment on appelle ça, 20 gigas dépasse 500 gigas, vous pouvez comprendre un peu le raisonnement du gouvernement. Mais qui n'aime pas n'importe quel ministre? Il y a un ministre de l'Éducation, donc celui-là doit enseigner nos enfants. Mais si Seigneur, mes enfants ne sont pas là-bas. Donc, du coup, vous pouvez comprendre à peu près le raisonnement d'un gouvernement. Donc, le gouvernement a échoué. Si on me stoppe à Simalène, je vais le redire. Et que vous avez échoué, c'est tout. Parce que si on me stoppe à Simalène, je vais le redire, vous avez échoué. Il n'y a rien à dire. Mais,
dans le gouvernement qui a échoué là, nous-mêmes, on pouvait créer comment s'en sortir, ne serait-ce qu'au moins en mangeant. Laissons la télé, laissons les brocantes, laissons les frigos. Mais une famille camerounaise qui a faim, c'est une famille de paresseux. Parce que tous les Camerounais ont les terres. Il y a des jeunes qui ont, avec de tels invités, Monica Jazz, des entreprises fleurissent. Il y a des jeunes Camerounais qui ont des diplômes dans les poches et qui n'ont pas d'emploi. D'aucuns se vadent à faire d'être mototaximènes, d'aucuns sont des pousseurs. Que dites-vous par rapport à ça? Alors, Monica Diaz, je vais vous dire quelque chose qui va vous choquer. Parce que moi, je ne suis pas de ceux qui ont leur langue dans la poche. 95% des diplômes camerounais sont des diplômes obsolètes qui ne correspondent pas au marché camerounais. Vous allez voir un gars à Yaoundé qui est carrément docteur en pétrochimie, par exemple. Ça va lui servir à quoi au Cameroun? À rien. On devait avoir des ingénieurs de ponts et chaussées parce que c'est opportun, c'est le business de l'heure. Il faut faire les routes, il faut faire les ponts. On devait avoir des ingénieurs agronomes parce qu'il faut manger. Et puis maintenant, on devait être ouvert à la science pour prendre maintenant les autres technologies. Combien d'Africains, combien de Camerounais peuvent créer même des applications? Il y a eu un truc que j'ai vu en 2006 à la télé. J'ai cru que c'est une injure, mais en m'impliquant dans les investissements et d'autres forums, j'ai compris que c'était pertinent. On a pris un truc banal, une PlayStation. PlayStation. Ça, c'est le power bank. Hein. Brian. Et on a pris une PlayStation. Brian. Jenny. Si, monsieur, excusez-moi. On vous écoute. On a pris une PlayStation. Oui, monsieur. On a pris une PlayStation qu'on a présentée à différents... On a montré à différents enfants de différents continents. On les a mis eux tous, chacun dans une salle fermée, où chacun devait dire ce qu'il peut en faire, sans que l'autre ne sache. Alors on a appelé l'enfant européen en premier. On a dit à l'enfant européen, la PlayStation, c'est là. Qu'est-ce que tu peux en faire? Lui, il a dit que non, les joueurs ne ressemblent pas trop aux vrais joueurs. Donc, il va essayer de rendre l'image encore plus claire pour que Eto'o, qui est dans la PlayStation, ressemble au vrai Eto'o. Donc, essayer d'éclairer un peu l'image des joueurs, des personnages, en fait. On a demandé à l'enfant américain. L'enfant américain a dit oui, c'est bon, mais c'est trop lent. Il va essayer de mettre un peu plus d'aptitude, plus de rapidité sur les manettes. On a demandé à l'enfant asiatique. L'enfant asiatique, lui, a dit que non. Non seulement il va augmenter le son, parce qu'il faut que le reportage soit réel, et il va aussi multiplier ça parce qu'en Asie, il y a plus de la moitié de la population du monde. Entre la Chine et l'Inde, c'est la moitié de la population du monde. Donc, il faut multiplier pour que plus d'enfants, que ça crée un boom économique. On a demandé à mon frère, enfant africain. L'enfant africain dit qu'il va jouer ça plus que tous les enfants. Moi, ça m'a... Quand j'ai écouté ça, ça m'a... Mais pourquoi je prends cet exemple? Je prends cet exemple parce que je vois souvent Zuckerberg, quand il a sorti Facebook, il n'était qu'un étudiant. C'est-à-dire que c'est un réseau social qu'il a fait pour entre eux, les amis, comment ils vont continuer à se partager les photos, les vidéos, les appels quand ils ne sont pas en classe, quand ils sont à la maison ou bien dans les différents campus. Et puis, ils ont développé ça en nombre, c'est devenu Facebook et c'est devenu une force économique. Oui, monsieur, on vous écoute. Et de toutes les applications qu'il y a, WhatsApp, tout ça, Sendwave, toutes ces applications, je n'ai pas encore vu vraiment une application dans laquelle s'affirme mon frère aussi africain qui va même me dire que Twitter, c'est un Nigérian ou bien un Camerounais. Ne parle pas des Noirs américains. Oui, monsieur, 2 minutes, s'il vous plaît, je reviens. Vous pouvez pas continuer à développer, d'accord. Donc, je n'ai pas encore vu une application
ou peut-être un frère ghanéen ou bien nigérian tape la main sur la poitrine et que ce soit une application d'utilité mondiale. Parce que je vous dis une chose, c'est que les applications, par exemple, ce n'est rien d'autre que comme les games. Comme on disait à l'époque, que ça c'est le Game Boy ou bien le game vidéo, le game c'est le... Donc c'est les jeunes étudiants qui réussissent par leur recherche à nous créer des petits trucs qui nous aident au quotidien dans nos smartphones. Mais nous, nos Africains, nos jeunes Africains, moi, je veux juste que les petits frères africains comprennent que le même temps qu'ils utilisent à coller les petites en longueur de soirée dans les snacks, il n'y a pas de temps. Le 20 février 2024, comme c'est aujourd'hui là en Italie, c'est le même 20 février 2024 qui est en Chine, qui est aussi aux États-Unis, qui est en France, qui est partout, même au village. Mais comment est-ce que les jeunesses sont en train d'exploiter ce 20 février 2024? Les autres sont en train de calculer la nouvelle go du quartier qui a les grosses fesses déjà. Les autres sont déjà en train de chercher à copier Papa Bogda, les autres, ainsi de suite. Mais pendant ce temps, les autres sont en train les petits Européens, les petits Asiatiques sont en train de dire non, dans bientôt Facebook sera obsédé. La première, il y a le Facebook chinois, notre Facebook, ça ne marche pas en Chine. Quand Facebook a tenté de dire qu'ils vont, WhatsApp a tenté de dire qu'ils vont nous faire payer par mois, Telegram a dit ok, venez vous abonner à Telegram. La même semaine, ils ont eu des millions d'abonnés. Donc, eux, ils travaillent pour la concurrence et pour comment je dire, la mise à jour technologique et scientifique. Ils essayent d'aller de l'avant. Les jeunesses sont dynamiques, les jeunesses essayent de créer des choses. Mais nos jeunesses, malheureusement, leur cerveau ne participe pas trop à nos développements et surtout aux défis que présente notre continent. Par exemple, moi je dis souvent le problème de poussière de Yaoundé, si on peut dire ça comme ça, si ce n'est pas dit par un Ivoirien que c'est moi qui dis, je pense que vous n'allez pas me crucifier pour ça. Le problème de poussière de Yaoundé, c'est un problème qui peut se résoudre très facilement en imposant à tout le monde qui habite en bordure de route, ou moins en bordure de route, de construire un bloc de terre, obligatoirement. Que ce soit un décret, que ce soit là, on peut transformer un désavantage en avantage. Et c'est un style, c'est un design où on donne la forme de la bloc et puis tout le monde qui habite en bordure de route est obligé de le faire et qu'au sol, les pavés soient obligatoires. Au moins, de chez toi jusqu'au pavé, jusqu'au goudron, ça doit être des pavés. Vous allez voir qu'en un laps de temps, puisque le gouvernement est souverain et est puissant, la force appartient à l'État. Vous allez voir qu'en un laps de temps, Yaoundé n'aura plus de poussière, du moins sur les façades principales. Donc, il y a plusieurs solutions, mais comme Madame Monica était en train de dire par rapport aux diplômes, moi je pense que nous avons des diplômes complètement obsolètes. La preuve, regardez, nous avons un pays qui ne respecte pas la science et qui respecte, disons, la littérature, si on peut dire ça comme ça, dans le sens où ça fait pratiquement 15 ans que les débats télévisés sont devenus je vais dire quoi, l'apanage de tous les plateaux de télévision tous les dimanches, tous les week-ends. Ça attire, ça amène beaucoup d'émotions, beaucoup de commentaires, beaucoup d'attention. Mais quand on fait le bilan 15 ans après, on constate que ça ne sert absolument à rien parce qu'il n'y a pas de proposition. On ne vous invite pas dans un débat si vous n'êtes pas professeur en quelque chose. Mais ces professeurs-là, regardez le résultat, on dit que on reconnaît l'arbre par ses fruits. C'est ces professeurs-là qui forment les enfants qui ne servent absolument à rien, qui partent à l'école, qui maintenant deviennent même leur bourreau à l'école, qui viennent à l'école avec les couteaux, parce que finalement, ils n'ont rien enseigné aux enfants, ou alors les parents, en tout cas, moi, je ne mets pas ça sur les parents. Les professeurs-là ne servent, pour moi, ces professeurs n'ont rien enseigné aux enfants, parce que chacun sait faire seulement ce qu'il a appris. Comme l'éducation est ratée, il passe. Au Cameroun, si tu entre parenthèses, pas mon... Non, je ne peux pas dire pas ça. Bref, moi, je suis sans diplôme. Je suis sans diplôme, il n'y a aucun diplôme. Parce que les diplômes italiens ne sont même pas reconnus là-bas. Mais moi, si tu me mets en face à un professeur, je pense que je suis plus utile par rapport à nos professeurs au Cameroun qui n'impactent rien à la population. Ils ne sont pas... Donc, si je vais répondre à votre question, Madame Monica, les jeunes qui ont les diplômes dans la poche, c'est parce qu'ils ont appris des filières qui n'ont pas d'opportunités sur le marché. Vous ne pouvez pas être là où les gens, si vous êtes en Kouaban, par exemple, ou bien à la Cité SIC, par exemple, vous venez faire un café-resto là où on prend le petit déjeuner à 25 000. C'est que vous n'avez rien compris. En Kouaban, c'est le beignet haricot avec le bâton de manioc haricot qui peut être une opportunité. Si vous avez fait une grande école d'hôtellerie,
vous venez vous concurrencer à la dame du tourne-dos en Kouaban, vous n'allez avoir aucun client. Je dis bien aucun client. Alors, celui qui peut faire le petit déjeuner à 25 000 ne viendra jamais là-bas. Donc, ce n'est pas une opportunité. Tu ne peux pas venir taper la bouche en Kouaban que j'ai fait la formation d'hôtellerie. Si tu ne peux pas faire le plat de 300 francs, donc haricots 100 francs, bouillie 100 francs, beignet 100 francs. Parce que c'est ça, c'est là où les verticineux viennent se reposer pour charger la dalle avant d'aller continuer à faire leur travail. Donc, la jeune génération camerounaise, africaine, a des diplômes qui ne les servent absolument à rien. Encore pire, quand ils arrivent ici en Europe, on ne reconnaît pas leurs diplômes. On les oblige encore à faire des formations, de se recycler. Donc, la solution est ailleurs. La solution est maintenant de revoir le modèle éducatif. C'est pour ça, par exemple, moi j'adore le système anglo-saxon. On dit learning by doing, donc apprendre en faisant. En Amérique, par exemple, ou bien le système anglo-saxon te demande qu'est-ce que tu sais faire. Chez les francophones, on te demande tu as quel diplôme. Chez les Américains, par exemple, on te dit, moi le Cameroun c'est le seul endroit où on se moque du mécanicien. Mais moi, une fois j'ai eu quelques problèmes avec ma voiture pendant une bonne période. Après, j'ai appelé mon mécanicien et dit est-ce que tu sais que seulement entre le mois d'avril, la période de Covid et juin, tu as mangé plus de 1 million dans ma poche? Il me dit oui. Mais pourquoi on dit que le mécanicien n'a rien? On réussit quand même à penser que celui qui sait faire quelque chose avec ses propres mains n'a rien. On réussit à le penser, on implique ça dans nos cerveaux et on le méprise parce qu'on le voit toujours sale. Mais seul Dieu sait que combien de taxis il reçoit par jour. Il fait ceci, les injecteurs ont fait cela, 20 000, 30 000 et tout. Et puis on les suit dans des AK. Tu sors, même je parle le langage des filles, tu sors avec le mécanicien, c'est une honte. Pourtant, c'est un gars qui est lourd. Ouais. Et moi, je pense que ça, c'est un métier opportun sur le marché. C'est-à-dire que c'est un métier calculé. Et puis, maintenant, je pense que j'ai répondu déjà différemment à votre question, parce que je peux faire des journées et des journées à vous répondre à ça, puisque les réponses sont vraiment par milliers. On travaille au Cameroun, on chôme au Cameroun avec les diplômes, parce qu'on ne prend pas les diplômes qui correspondent au monde du travail. Tout le monde devait être maçon, au moins 80% des Camerounais devaient être des maçons, des carreleurs, parce qu'il faut construire le pays. Chaque génération a sa mission. On est dans un pays où il faut construire des routes, il faut construire des écoles. Donc, on est encore à l'étape de la construction. On devait avoir des gars aptes à faire, on devait avoir des ferrailleurs, on devait avoir des ingénieurs, les gars qui font la chaudronnerie, on devait avoir des gars qui peuvent nous faire des hangars. Parce que imagine un peu quand on veut faire des grands hangars, ça va prendre des gens ici en Italie pour venir faire les hangars au Cameroun. Parce que le soudeur du quartier a mis dans sa tête qu'il n'est que soudeur. Si tu l'appelles pour un grand hangar, de peut-être 500 mètres carrés, il va avoir peur. Et il va te dire que ça risque de tomber. Donc, on limite un peu parce qu'il a appris à être en manœuvre et puis il n'a pas cherché à augmenter sa connaissance. Du coup, on a les diplômes qui ne servent à rien. Très peu de diplômes au Cameroun que nous avons au Cameroun nous servent. Moi, c'est mon point de vue. D'accord. Donc, du coup comme il n'y a pas de problème sans solution, la solution, c'est de se former. C'est-à-dire que oublier dans ta tête que tu as le doctorat en ceci. Si tu n'as pas le travail en ça, en ton doctorat, va faire une formation en esthétique. Tu coiffes les filles. Tu ne vas pas manquer 20 000 francs par semaine et puis ça te fait ton 80 000 francs par mois. Laisse ton doctorat là, parce que ça ne sert à rien. Tu ne vas jamais trouver au travail avec. Je ne te maudis pas, mais c'est la vérité. Tu es dans un pays, et si tu pars en France, on ne va pas d'abord considérer ton doctorat par rapport à la française qui a le même doctorat. On va d'abord considérer la française. Donc, ça veut dire que tu ne peux être utile ni au Cameroun, ni en France. Conséquence, tout le monde veut être fonctionnaire. Au Cameroun, les stars, c'est les fonctionnaires. Partout au monde, les fonctionnaires, c'est les plus pauvres. Au Cameroun, tout le monde veut être fonctionnaire parce qu'on veut se cacher les vieux matricules pour espérer une retraite assurée. Donc, c'est une éducation complètement ratée. Mais grâce à Dieu, il y a des formations. On peut se former et puis changer de façon de raisonner. D'accord, monsieur. Pour conclure, quels conseils pouvez-vous donner à la diaspora africaine? Un mot, rentrer investir à la maison. ABC, conseil simple. Vivez d'abord en dessous de vos moyens.
vivez en dessous de vos moyens. Ça veut dire quoi? Tu as 1500, 1400, comme ici en Italie, chez nous, c'est 1300 € les derniers des pays, j'assume. J'ai participé dans quelques débats sur Facebook ces derniers temps-ci. Et puis on me fustige pour ça, que c'est l'Italie que nous nous connaissons là. L'Italie, c'est un pays pauvre. L'Italie, c'est un pays du G7. Donc, c'est un pays, c'est parmi les 7 pays les plus industrialisés du monde. Donc, c'est le monde qui a plus de 195 pays. Tu es parmi les 7. Je ne sais pas quel rang, c'est le troisième ou quatrième. Donc, en tout cas, tu es parmi les 7 pays les plus industrialisés du monde. Donc, c'est non-sens qu'on dise que tu sois pauvre. Donc, l'Italie, c'est un pays extrêmement riche. Donc, ici dans notre pays, c'est l'Italie où tu peux avoir, par exemple, 1300, si tu es brave, plus par mois, sachant que tes adversaires, si on peut dire ça, au Cameroun, c'est des gars qui ont 40 000 francs par mois. 1300 €, c'est déjà dans les 900 000. 900 000. Ton gars du quartier qui est ton ami, ou bien si tu le prends pour adversaire ou bien concurrent, lui, il n'a que 40 000, 80 000. Les sociétés comme MTN, Orange, Cameroun payent les gars 150 000 par mois et puis les gars se prennent pour les nombrils du pape. C'est les cadres. Les gars qui ont déjà 250 000 par mois au Cameroun ne viennent pas mal. C'est des gars qui sont très lourds. Comme un frère la dernière fois, si tu as 400 000 au Cameroun, tu n'as pas de raison de venir en Vancouver chercher 1500 €. La vie au Cameroun avec 400 000, tu es à l'aise, tranquille. Donc, du coup, nous qui sommes dans un pays, dans les pays occidentaux où on a la chance d'avoir des travaux où on a plus de 1000 € par mois, si je peux donner un conseil aux gars, créer des partenariats au Cameroun avec les gars qui sont, ceux qui sont sur place connaissent mieux les résultats. Il y a des gars au Cameroun, tu donnes 1 million, ils te produisent 1 million chaque mois, à partir de 1 million. Il y a des gars qui maîtrisent plusieurs couloirs. Même dans l'agriculture, qu'on dit là, c'est du cas par cas. D'autres ne foutent rien, d'autres foutent. Il y a des gars qui te maîtrisent des secteurs qui marchent, mais ils n'auront jamais 2 millions pour commencer. 1000 ans. 1000 ans. Ils n'auront jamais. S'il a un projet de 2 millions, et il ne les aura jamais. Je ne le maudis pas, mais c'est comme ça. Parce que si tu touches déjà 60 000 francs par mois, ou bien 80 000 francs par mois, tu as déjà la copine, vous n'ignorez rien avec l'histoire du Cameroun. Tu habites déjà avec un gars, tu loues la chambre à 30 000, tu manges, tu rationnes. Le 8 mars arrive, tu finis tes économies. Le 14 février, tous, maintenant les gars sont foirés parce qu'ils ont dépensé le 14 février. Maintenant tout le monde veut le pain du 8 mars. Même dans un pays où on a ridiculisé qu'à la femme comme Bob. C'est le devoir d'un homme, voilà, de prendre soin de sa femme. Vous ne pouvez pas quand même dire que voilà, l'homme doit laisser sa femme, voilà, un 14 février, la fête de l'amour, voilà, il doit prendre soin de sa femme en fait. Donc, Madame Monica Dia, c'est un autre débat. Je vais vous demander quelque chose. Vous vivez en Italie, comme moi. Je pense que le 14 février, je pense que vous avez travaillé. Vous étiez au travail parce que votre patron ne vous a pas donné la permission. Non. Et combien de personnes vous avez vu s'enthousiasmer qui vont aller fêter le soir, honnêtement? Combien de vos amis ont fêté en Italie? Je ne sais pas. Presque pas. Presque pas. Parce qu'au Cameroun, on est obligé de savoir parce que tout le monde fête. On arrête de vivre pour aller fêter. C'est-à-dire que c'est un impact en Afrique sérieux, alors qu'ici, ça ne se ressent pas. Par hasard, vous pouvez voir quelqu'un avec une rose en route pour aller donner à Sanga. De fois, c'est à sa mère que ça va donner la rose. Je n'ai pas dit qu'on ne s'occupe pas de sa femme. On doit s'occuper de sa femme chaque jour même. C'est pour ça que je vous ai dit tout à l'heure au début de mon propos, votre investissement ne doit pas impacter l'équilibre de votre famille. L'argent que vous prenez pour aller investir n'est pas... L'argent que vous allez utiliser pour aller investir n'est pas l'argent sur lequel votre fils compte pour aller à l'école. Vous devez faire les choses bien à part. Donc, vous devez vous occuper de votre famille, vous devez aider votre femme, aimer votre femme, lui donner tous les cadeaux qu'il faut. Mais j'étais en train de dire un peu comment je pense du développement des gars en Afrique avec ce qu'ils ont en main. Quand vous me demandez qu'est-ce que je peux conseiller aux gars de la diaspora, de créer des partenariats avec des personnes en Afrique, même comme il y a aussi beaucoup de malhonnêtes. Moi, je vous conseille même, si vous n'avez pas encore les papiers, n'investissez pas. Laissez tout ce qu'on dit là, que la pisciculture marche bien. Tout marche bien en Afrique, parce que tout, rien n'est fait. L'élevage des poissons marche trop bien, parce que rien n'est fait. Tout marche bien, le call box marche bien, Orange Money marche bien, tout marche bien. Mais si vous n'avez pas encore le papier qui permet que vous envoyez votre marchandise, vous partez. Ou alors vous partez faire le champ, vous-même vous partez contrôler, ne donnez pas. Ne donnez pas. Ce que vous voyez dans les réseaux sociaux, ça n'arrive pas seulement aux autres, ça arrive à tout le monde. Tout le monde peut subir cela. Bonsoir, madame.
Ouais, ouais, vous pouvez parler, ma. Ok, bonsoir. Bonsoir. Bonsoir à tout le monde. Bonsoir. Bonsoir. Bonsoir, madame. Et que le direct pour que ça aille bien. Oui, oui, va, ma. Oui. Je me dis qu'il y a l'écho, il n'y a pas l'écho. S'il n'y a pas l'écho, il continue. Moi, je vous écoute. Ah, et il vous écoute. C'est l'écho que je dis. Parce que parfois, quand parce que je suis en train d'utiliser 2 téléphones. Parce que quand Non, enlève d'abord, quitte d'abord sur le direct. Enlève d'abord le direct. Oui, allô. D'accord. D'accord. Moi-même, ça me va déjà. Donc, je viens d'entrer dans le direct, mais j'ai trouvé un sujet très important. Vous êtes en train de parler. Vous êtes en train de parler sur le Cameroun, sur notre pays. J'ai trouvé un sujet sur le gouvernement, je n'en sais pas, je n'en sais pas quelque chose sur l'investissement. Sur l'investissement. Ça m'a tiqué, quoi. Ça m'a fait du bien parce que moi, je suis sur l'investissement au Cameroun, c'est-à-dire, je suis en train d'investir au Cameroun et j'ai juste pris le cœur pour investir parce que j'ai reçu beaucoup de paroles, certaines personnes qui me décourageaient, non, il n'y a rien au pays et tout, il ne faut pas investir. Mais j'ai pris le cœur, je dis que, mais attends, si même moi-même, on n'investissait pas au pays, j'allais grandir comment? Puisque c'est les gens qui ont investi dans le passé, les gens ont investi dans le passé, ce qui a fait que ce qu'ils investissaient, c'est ça que nous on achetait et on a grandi avec. Bon, si ces gens-là n'investissaient pas et que ça veut dire que non, ils n'investissent pas, nous on allait grandir comment? On allait acheter quoi pour être ce qu'on a aujourd'hui? Donc, ce sont ces questions que je me suis posées, mais franchement, j'étais découragée. J'étais vraiment découragée parce que les gens me disaient non, il n'y a rien au pays, il ne faut rien faire là-bas, c'est comme c'est ceci. Le pays, les gens qui me parlaient du pays me chosifiaient le pays, quoi. Et moi, franchement, ça me mettait mal à l'aise. Je me disais que même si le pays est la poubelle, il y a quand même des gens là-bas. On ne peut pas dire que si tu investis au Cameroun, ça ne va pas donner. Donc, le discours du monsieur m'a redonné un espoir parce que j'ai investi, j'ai mis Dieu devant avec mon cœur. Mais franchement, je me disais que est-ce que ces gens n'ont raison pas? Mais le monsieur a éclairci les choses. Votre invité a éclairci les choses. La personne qui l'a présenté que non, aller investir au pays, ça m'a plu. Ça m'a plu parce que je suis allée avec le cœur et la détermination. Mais je me posais la question. C'est le Cameroun, tout le monde le connaît là. Bien sûr que ça fait quand même près de 10 ans que je ne suis pas là. Mais je me demandais qu'est-ce qui s'est passé au Cameroun. Et quand je vois dans les vidéos, et quand je vois à la télévision, je vois le Cameroun qui marche comme avant. Mais on me dit que non, on n'allait pas là-bas, il n'y a rien. Donc il y a ce découragement entre nous, surtout qui sont ici. On se dit des choses qui nous découragent, on nous dit des choses qui nous découragent. Mais franchement, je veux à cette parole. Moi, je joue à cette parole pour que à tes abonnés qui sont là, pour comment allons investir au Cap. Il n'y a pas que le gouvernement qui doit faire pour nous. Le gouvernement fait son travail. Si ça ne passe, ça ne va pas. Pour moi, c'est leur problème. Pour nous, que Dieu a permis qu'on sorte, qu'on puisse avoir 100 francs. On va mettre cette maison au Cameroun, comme j'ai ton invité, mais qu'on soit déjà des gens prêts ici à pouvoir voyager, il faut aller contrôler ces investissements afin qu'on ne tombe pas dans la paix. Donc, c'est ce que je voulais ajouter à ton direct et que ton direct m'a encore plus édifié. Donc, je vous remercie et bonne soirée. Merci pour votre intervention, madame. Merci. Si je peux dire quelque chose à la sœur avant qu'elle ne parte, c'est que la plupart des gens qui vont vous dire de ne pas investir, en fait, c'est des gens qui n'ont jamais investi, qui ont juste écouté dans l'Inganda que si tu investis, on va t'escroquer. J'ai dit, dans mon développé, j'ai dit que quand vous investissez, vous attendez-vous à perdre plusieurs fois avant de comprendre le business. Et maintenant, pour conclure ce que la dame était en train de dire, quand vous avez compris là où il y avait l'erreur, je vous assure, quand vous mettez 5 000 €, vous allez gagner 15 fois votre salaire par mois en Afrique. Ça, c'est pour conclure ce que la dame disait. Quand vous avez compris,
Parce que dans chaque travail, il y a le code, il y a la compréhension. C'est ça qu'on appelle la vraie magie, c'est le travail. Il faut insister, il faut accepter de perdre. Quand vous allez à la boxe, attendez-vous que l'adversaire va aussi vous boxer. Vous ne pensez pas que c'est vous seul qui allez donner les coups de poing, lui va tomber. Non. L'investissement, j'ai dit, c'est comme la boxe. Quand vous donnez les coups de poing, c'est comme ça que lui, l'adversaire, vous donne aussi les coups de poing. Et la beauté de l'investissement, c'est que quand vous avez trouvé le secret, vous n'êtes plus comme un employé, c'est vous le patron des employés. Rendez-vous compte qu'une personne paye 1000 personnes à la fin du mois. C'est ça la finalité de l'investissement. Ok, merci beaucoup, monsieur. Merci pour les conseils. Je vous en prie. Je vous en prie, ma soeur. Merci, merci. Donc, pour conclure dans mon propos, comme vous étiez en train de dire, Madame Monica, c'est que je demande aux frères d'investir et de ne pas s'hasarder, sinon pas le papier pour aller contrôler leurs investissements, parce qu'à 95%, on va les escroquer. Toutes les familles ne sont pas les mêmes, mais 95%, on va les escroquer. Pour ceux qui sont plus chanceux, on va les escroquer au moins la moitié de leur argent. Ceux qui sont malchanceux, on va escroquer tout. C'est une personne qui va avoir une famille consciente, qui va pouvoir gérer ses biens comme il faut. C'est une personne sur 100, parce qu'il y a toujours des cas exceptionnels. Vraiment, si quelqu'un envoie son argent, on gère ça bien, et qui fait partie de l'exceptionnel. Donc, pendant que vous n'avez pas encore le papier, gardez votre argent. Vivez dans les maisons collectives, 3 à 4 Camerounais dans la même maison de 400 €, comme ici en Italie. Les maisons, c'est de 400 €. 2 chambres, 2 personnes dorment dans la chambre, 1 personne dort au salon. Vous faites 3. Vous abattez d'abord les coûts de vie. Donc, ça veut dire que économie d'abord de la maison. Vous payez la facture moins chère. Vous payez les factures moins chères parce que vous êtes à 3 dans la même maison. 4 même si possible dans la même maison. Mangez le riz. Laissez d'abord aller au Nganda, vous êtes des hommes, mais un peu. Quand tu as le papier, tu vas constater que j'ai vu un débat où on disait la dernière fois sur Facebook, j'ai ramassé où une fille disait que celui qui a fait 5 ans en Europe sans garder 18 000 €, c'est un fainéant. Moi, je suis d'accord avec la fille. Dans le cas où au moins il va toucher les 18 000 €, maintenant ça dépend de ce qu'il va faire avec. Et en Italie, c'est possible. Je ne sais pas avec la France ou bien les autres pays, en Italie, c'est possible d'avoir 18 000 € en 5 ans. Si vous avez fait les 5 ans, en Italie aussi, la marge pour avoir les papiers, c'est 2 ans. Vraiment, il faut être malchanceux pour traverser 2 ans ici sans avoir les papiers. Ceux qui sont dans le direct, qui sont en Italie, peuvent le dire. Ceux qui ont trop souffert ici avant d'avoir le papier, c'est 3 ans. Si vous avez déjà gardé même 3 000 €, même 5 000 € pendant les 3 ans, là, parce qu'après 3 mois, vous travaillez déjà. Il y a le travail en Italie. Après 3 mois, vous travaillez. Si vous êtes et puis vous pouvez vivre ici au camp pendant des années et des années. Le camp ici, c'est les hôtels et c'est des appartements. Le camp, ce n'est pas un endroit fermé, il n'y a pas la police pour vous empêcher de marcher. Même ceux qui sont dans les cars, dans les grands camps, ils ont des bus pour sortir, et puis ils peuvent signer et dormir dehors. Donc, ils ont toute la latitude de travailler. Donc, pendant que vous êtes dans cette situation-là, vous pouvez faire des bonnes économies, développer un projet. Dès que vous avez le papier, descendez d'abord au pays, pas pour investir, pour aller regarder si votre pensée était bonne. Allez demander au gars que, si on a 1 million, on fait quoi? Alors que tu sais que tu as 3 millions. Le fameux cash flow que je vous disais, que tu peux dire que 1 million, si là, je ne touche pas. C'est pour réserver la chute. L'autre, 1 million, c'est l'argent pour m'installer, pour ma vie, parce que l'habit aussi ne fait pas le monde, mais on reconnaît le monde par son habit. Si vous partez pour présenter un projet, vous devez avoir une certaine représentation qui valorise le projet que vous amenez. Donc, peut-être une petite voiture. Quand il dit 3 000 €, c'est juste un exemple. Ça peut être 5 000, ça peut être 7 000. Et puis l'autre, troisième partie de l'argent, c'est l'argent que vous partez sacrifier dans votre projet. Parce que comme vous vous souvenez, j'ai dit au début, le premier investissement d'un projet, c'est vos économies. Donc vous partez mettre vos économies dans votre projet, ensemble avec les gens qui sont sur le terrain, parce que le Sabitou paie toujours. Si je vais en France maintenant pour investir, je dois m'appuyer sur ceux qui investissent déjà en France, pour qu'ils me disent leur avis. Si vous pensez que vous allez arriver souvent parce que vous êtes Camerounais et que le Camerounais, comme vous avez laissé il y a 15 ans, tout ce que vous allez mettre là, vous allez faire. Ça, je vous le rassure. Et puis pour le reste, bon, quand vous avez mis derrière ce genre de paramètres, doucement, ça va aller. Je conseille à tous les frères camerounais de développer un projet africain, de développer un projet dans leur pays natal et d'aller investir dans tous les domaines parce que tout est à faire en Afrique. Débat Côte d'Ivoire, Cameroun qui est développé, c'est 0 sur 10 parce que tout le monde est sous-développé. Parce qu'il y a tout à faire en Afrique. C'était ça mon point de vue. L'Afrique est toute opportunité. Quand vous n'étiez pas là, Madame Monica Diaz, je parlais de la poussière de Yaoundé qui peut être les blocs de terre. Tu achètes les moules, tu commences à fabriquer les blocs et tu les vends. Et tout le monde sait que la construction en bloc, c'est la construction la plus solide et la plus esthétique même. Vous avez fait les blocs cuits, vous avez mis le vernis,
ça devient un joyau. Mais on est là, on se plaint tous les jours qu'il y a la boue à Yaoundé. Donc, pour même le désavantage peut être un avantage. Tous les domaines peuvent donner l'argent en Afrique. Mais n'envoyez pas l'argent pour qu'on travaille pour vous. Allez vous-même sur le terrain travailler. Comme les opérateurs économiques disent toujours que la partie de leur entreprise qui leur plaît le plus, c'est là où ça sent mauvais. Ça veut dire que si tu fais dans les engrais, c'est la partie où on amène la poubelle le matin là. Avant de transformer ça en engrais, c'est la meilleure partie. C'est là-bas qu'il y a toute la matière brute. C'était ça mon conseil. D'accord. C'est tout un plaisir de vous avoir sur ce plateau. Merci beaucoup, Monsieur Armé. Je vous en prie. Merci. Je vous en prie. Mais Jean, je vous annonce, voilà, samedi, je ne pourrai pas faire l'émission parce que je serai sur la page du couple Messang. Donc, voilà, je ne sais pas si le monsieur connaît ce couple. Je vous invite dans ce direct, sur le mur, sur la page du couple Messang, qui fera un direct, qui fera une émission vers 20h. Donc, j'invite tout le monde, je pense 17h, pas 20h. Donc, j'invite tout le monde sur la page du couple Messang. Et puis, je vous annonce, j'organise un petit truc pour nous les Bosailleurs, pour nous les Tilapia. Mais ceux qui se sentent disponibles, même les oiseaux du haut, peuvent aussi également participer à cet événement du 8 mars que j'organise ici à Barré. Donc, c'est une petite soirée. Voilà. L'entrée, c'est 25 €. Ce n'est pas, je demande, voilà, ce n'est pas un grand truc. L'entrée, c'est 25 €. Si tu as 25 € et que tu te sens disponible, je parle à ceux qui sont ici en Italie. Si vous vous sentez disponible, vous me contactez. J'ai mes 2 numéros WhatsApp sur mes pages. Voilà, vous me contactez. Ça va se passer à Barré le 8 mars. Bon, merci, monsieur Harvey. Merci pour vos interventions. Donc, pour conclure, c'est voilà, les jeunes qui veulent entrer dans l'entrepreneuriat peuvent vous contacter ou vous pouvez les guider dans de différents projets. C'est ça, non? Et j'ai noté une partie où vous aviez dit que vous aviez une société ici en Italie où ça recrute les jeunes à partir du Cameroun pour venir en Italie faire des formations de 6 mois. Donc, les jeunes, mes gens qui me suivent, les fans, cette page est pour trouver le travail aux jeunes, pour trouver les opportunités aux jeunes et pour avoir des solutions, des kaolo. Même ceux qui sont en France, sachez que c'est pas mieux de rester là-bas, passer des années et des années sans avoir des kaolo. Vous pouvez venir en Italie. Mon contact est sur mes 2 pages, mes pages que vous connaissez. Vous me contactez. Voilà, on va trouver des solutions ensemble pour que nous avancions aussi ensemble. Merci beaucoup, monsieur Harvey Lewis. Merci. Bonne soirée à vous. Merci. Au revoir. Donc, pour ceux qui ont, pour tous ceux-là qui ont participé au direct à l'émission, comme je vous ai dit, l'émission, le but de l'émission, c'est de trouver, des solutions aux jeunes entrepreneurs, aux jeunes, aux jeunes qui n'ont pas les kaolo. Voilà, c'est notre émission des Bosailleurs. Ceux qui se sentent, disponibles, le 8 mars, j'organise une petite fête à Barré, ici à Barré. Donc, voilà, vous pouvez me contacter, eBay ou sur WhatsApp, savoir comment ça se passe en fait. Je vous remercie. Soyons tous unis
pour avancer, pour évoluer. Ce n'est pas pour moi que je le fais, c'est pour nous. C'est pour nous. Ce n'est pas pour moi, c'est pour nous. L'ensemble, voilà, des jeunes. Ceux qui veulent avancer, nous allons avancer. Ceux qui ne veulent pas avancer, voilà, on va les écarter pour foncer, voilà, dans nos projets. Bon, merci beaucoup et bonne soirée à vous.